à toutes et à tous. Toute l'équipe par ma voix vous dit énormément merci. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de notre coq depuis le début de cette semaine. Votre vendredi sera à coup sûr animé parce qu'on vous réserve des choses très très belles. Ça va commencer par nos différentes capsules, bien sûr, et au fur et à mesure qu'on descendra de notre conducteur, vous aurez l'occasion de découvrir ou pourquoi pas redécouvrir le peuple acquis. D'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Mieux les connaître, ça sera dans la capsule découverte des pays. On aura aussi la thématique culture qui sera avec notre consultant Nikez Nielbin et Madame Dotized de l'ONG Amcœur. On parlera de la solidarité des Ivoiriens. Restez en notre compagnie et comme tous les matins, bien sûr, on voyage, on part dans ce pays-là qui aujourd'hui célèbre son indépendance. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit là du Togo qui aujourd'hui célèbre ses 58 années. Eh bien oui, le 27 avril 1960, l'indépendance du Togo sous le leadership de Sylvanus Olympio. Ils acquièrent leur indépendance le 27 avril 1960 par un accord avec l'administration française sous le contrôle de l'ONU. Le Togo est autonome depuis 1956. Bonne fête à tous les Togolais qui sont devant leur écran en ce moment. Et bonne journée, une très très belle journée à tout le Togo. On continue cette émission et cette fois-ci, c'est avec la gym. Bonjour à tous, c'est la dernière de la semaine, bienvenue à cette nouvelle session de gym. On va faire un récap de tout ce que nous avons vu depuis le début de la semaine. Donc soyez prêts, on part directement pour les ciseaux. Allez, 1, 2, allons-y Rosemary, 3, 4, 5, 6, 7, on engage les bras, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on reste sur la pointe des pieds, 9, ok, on souffle un peu, on va partir, second mouvement, talon aux fesses, allez, 3, 2, 1, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super, prochain exercice, montée de genoux, 3, 2, 1, top Rosemary, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, courage, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Prochain exercice, on part skipping, allez, 3, 2, 1, go, allez, allez, super, on engage les bras, on engage les bras, on engage les bras,
Super. Encore, 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 encore. Allez, allez, courage, 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 courage. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Alors, on souffle un peu. On reprend notre souffle. Ok. On part maintenant là pour une petite série d'exercices de squat. Premier mouvement, le ski squat. On joue les mains là. D'accord. Et on descend. Allez. On va en faire 10. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain exercice, on va faire les pop squats. D'accord? On écarte les pieds, on referme, on redescend là, on touche le sol, on redescend, on touche le sol. D'accord? On va faire 10. Allez. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, poussez bien le fessier vers l'arrière. 4, 5, super. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reste là. On descend Rosemary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, en bloc. 8, 9, 10. Allez, on enchaîne. Squat sauté, go. 1, 2, 3, on va à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, on va finir notre séance avec le mouvement d'hier. D'accord? On va tirer de chaque côté pour travailler le dos. On descend. Rosemary, elle était comme ça, c'est-à-dire la jambe avant fléchie et l'autre arrière bien tendue sur la pointe des pieds. Ok? Donc on part 10 de chaque côté. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on termine avec l'élévation des deux bras. D'accord? Allez, Rosemary. 3, 2, 1. Go, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, et 10, super. Alors, bravo à Rosemary, bravo à vous qui avez réussi à faire ce mouvement. Ce week-end, prenez le temps de refaire ce circuit-là, de tous les exercices de la semaine, ça va vous faire le plus grand bien. Lundi, vous serez en compagnie de Coach Kadi. Très bon week-end à vous. Allez, restez sur RTI1. Merci beaucoup, coach. Et je serai la première en ligne de mire pour reprendre tous vos exercices, ce que vous nous avez montré depuis le début de cette semaine. Et l'une des choses primordiales, si vous souhaitez progresser dans votre sport, c'est d'apprendre à connaître votre corps. Parce que quand on n'est pas habitué, on a forcément des petits maux, des courbatures. Donc, il faut apprendre à connaître son corps. N'hésitez pas à vous toucher, à masser les parties qui vous font un peu plus mal, à les masser. Voilà, si vous n'arrivez pas à atteindre votre dos, n'hésitez pas à utiliser des balles de tennis. Ça soulage énormément le dos. Vous êtes à Matin Bonheur et vous le savez, tous les jours, on prend la peine de vous informer des événements qui marquent la journée. Aujourd'hui, c'est certes la fête d'indépendance du Togo, mais c'est également la fête d'indépendance de la Sierra Leone. Elle est indépendante depuis 1961. Donc depuis le 27 avril 1961, la Sierra Leone obtient son indépendance avec à sa tête Milton Margai. Aujourd'hui, c'est également une journée spéciale pour les Zita. Zita, vous connaissez ce prénom? C'est un prénom pas très commun, mais ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce prénom-là. Alors, Zita, c'est du latin citus, nom d'homme, de citis, qui veut dire soif. Donc, Zita, les prénoms dérivés, nous avons Zera, nous avons Zit, nous avons Eran. Toujours de bonne humeur, les Zita sont avant tout des êtres d'une grande générosité. Leur amabilité et leur coopération sont très appréciées dans leur entourage proche. Épouses fidèles, cela ne les empêche pas d'avoir des petits secrets.
On va souhaiter une très belle journée à toutes les Ita, parce que c'est un prénom à caractère féminin, mais il y a également des hommes qui portent ce prénom-là, Zita. Voilà, donc portez-vous bien, passez une excellente journée, mais restez toujours en compagnie de Matin Bonheur qui se poursuit avec cette fois-ci la capsule astuces et conseils. Que votre bouilloire soit électrique ou non, le problème des bouilloires, c'est leur encrassement dû au calvaire. Nous avons pour vous des solutions efficaces pour nettoyer votre bouilloire et la débarrasser du calcaire. Astuce 1. Tranchez en rondelles 3 citrons et mettez-les dans votre bouilloire. Ajoutez de l'eau jusqu'à la limite maximale. Actionnez la bouilloire, puis faites bouillir le tout. Ensuite, videz-la. Rincez la bouilloire 2 ou 3 fois avant de l'utiliser. Astuce 2. Remplissez à part égale de l'eau et du vinaigre blanc jusqu'à la limite maximale de votre bouilloire et actionnez-la. Versez le mélange, puis rincez plusieurs fois pour enlever l'odeur tenace du vinaigre. Regardez, le dépôt a disparu sans aucune difficulté. Astuce 3. Versez 1 litre d'eau dans votre bouilloire. Ajoutez-y 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Faites bouillir l'eau. Laissez agir quelques minutes, puis rincez à l'eau claire. Voilà, votre bouilloire a été débarrassé de son calcaire. Simple et facile comme astuce. Voilà, notre bouilloire est maintenant propre. On a fait notre sport, on a nettoyé notre bouilloire, on a pris notre café ou notre thé. C'est maintenant l'heure de s'enquérir des nouvelles de ce qui se trame sur nos routes. Le point route. Et le tout premier point de ce jour nous emmène tout droit sur le boulevard Latrille, où voilà, des voitures sont là, bien présentes, assez timides, voilà, tout doucement. Chacun sort de chez lui, mais vous avez la possibilité de sortir. Hein. Vous avez la possibilité de sortir. Le soleil se lève à peine, le jour est encore très jeune, très jeune, et voilà. Très libre, circulation fluide de ce côté-ci de la capitale. On part du côté du boulevard Lagunaire. Bon, assez timide quand même. Assez timide, très timide. Très timide. Comme quoi, de ce côté-là, on n'est pas encore bien réveillé. Mais bon, ça va quand même. Fluide, un peu comme sur le boulevard Latrille. Et le troisième point, c'est du côté de l'échangeur. Comme toujours, fidèle. Toujours pas d'échange à cette heure de la journée. Pas d'échange. Cet échangeur-là n'est pas très prisé à cette heure de la journée, on comprend. On comprend bien sûr, les routes sont dégagées, donc beaucoup d'usagers préfèrent utiliser les autres voies. Et la toute dernière de ce jour, c'est du côté de Trècheville. Trècheville, c'est une pause là, mais on constate, hein, il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de voitures. La cité Nzassa se lève timidement. Vous êtes toujours à Matin Bonheur, votre émission, hein, celle qui vous réveille tous les matins dès 7h et non pas 7h, 5h55 jusqu'à 7h30. Aujourd'hui, on vous l'a dit, sera question de culture. On sera avec notre psychologue, notre sociologue, avec qui on parlera de la solidarité des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont solidaires? On en parlera avec lui, avec une deuxième invitée qui est Madame Detized de l'ONG Âme du Cœur. On poursuit notre émission avec un reportage qui nous parle du suppresseur qui est indispensable dans les ménages. Ce bruit que vous entendez est celui d'un suppresseur. Les habitants de Makori-Ramblais et de Koumassi-Ramblais y sont très habitués. Sans cet appareil, impossible pour eux d'avoir de l'eau dans leur robinet. Le suppresseur fonctionne quand la pression d'eau est faible. Il aide à pousser l'eau pour monter sur le client. Koumassi-Ramblais et Makori-Ramblais, ces deux quartiers sont situés dans une zone marécageuse qui a dû être remblayée pour faciliter la construction de logements. Et ici encore, la plupart des habitations sont en hauteur, ce qui ne facilite pas la montée de l'eau dans les robinets. Il faut donc un suppresseur pour permettre aux ménages de disposer d'eau en permanence. Il faut avoir un suppresseur
n'as pas de sous-pressé, ben, tu n'as pas de l'eau. Même souvent, même les sous-pressés, ben, on n'arrive pas à accéder à l'eau potable. Aux heures de forte affluence, telles que les matins, voilà, où tout le monde doit se laver, les enfants doivent aller à l'école, les parents doivent aller au travail, on a vraiment un problème d'eau. On remplit les trucs. Moi, souvent, on descend pour aller acheter de l'eau dans le bidon. On vient, on remonte. Moi, c'est qu'au 4e, il y a remonté, il y a monté ça à chaque fois, ça fatigue en tout cas. Cette situation est à l'origine de beaucoup de désagréments. Cette dame qui habite Makori-Ramblais depuis 10 ans nous raconte une de ses mésaventures. J'étais à Commencer-Ramblais. Une fois, j'allais au marché, donc j'ai ouvert le robinet parce que l'eau venait goutte par goutte. Donc j'ai dit non, peut-être au retour, ça va remplir. À mon retour, ma maison est inondée d'eau. À ce manque d'eau déjà difficile à accepter par les riverains, il faut aussi ajouter l'augmentation de leurs factures d'électricité. Le suppresseur fonctionnant à l'aide du courant, cela a un incident sur les factures. Parce que bon, le suppresseur est basé sur du courant électrique, donc là, ça majore un peu la facture. Le suppresseur, ça marche avec le courant. Donc normalement, l'eau ne vient pas, même si ça compte, la facture de courant aussi augmente. Il faut débourser entre 75 000 et 100 000 francs CFA pour l'achat d'un suppresseur auquel il faut aussi ajouter les frais d'installation qui varient entre 25 000 et 30 000 francs CFA. Les plus heureux, ce sont les commerçants qui se frottent les mains. Balo Mohamed est vendeur de suppresseurs. Il nous révèle que l'activité n'est plus lucrative. Selon lui, la vente de cet appareil a baissé depuis la construction de la station d'eau de Bonois qui dessert principalement Abidjan Sud. Avant, oui, avant ça marchait bien parce qu'il y avait problème d'eau. Donc c'est ça qui faisait que ça sortait beaucoup. Bon, actuellement, les choses se sont améliorées parce qu'il y a l'eau dans le quartier. Nous, tout ça nous arrange. S'il y a l'eau, on ne peut pas vendre le suppresseur, mais on vend d'autres matériels qui n'est pas le suppresseur. Voilà. Donc c'est comme ça un peu. Les robinetteries, parce que quand il y a l'eau maintenant, les robinets, on doit les changer pour mettre les bons robinets. Cette situation affecte l'activité des plombiers qui se tournent aussi les pouces. Maintenant, il y a l'eau, bon, ça fait que beaucoup d'hommes même ils ont enlevé le suppresseur, ils ont supprimé même carrément parce que l'eau monte. Voilà, donc si ce n'est pas 4e, 5e, peut-être 3e, voilà. Ça vaut au moins 15 suppresseurs par semaine, comme ça on se fait vendre. Voilà. Même maintenant, là, c'est rare. Ça ne veut pas sortir moins de 5. Dans ce mois-là, même là, on peut faire un mois sans installer un suppresseur. Même si les habitants de Makori-Ramblais et Koumassi-Ramblais reconnaissent que la situation s'est nettement améliorée, ils rencontrent encore des difficultés aux heures de forte utilisation de l'eau dans les ménages, ce qui les oblige à recourir tous les jours aux suppresseurs. Non. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que les habitants sont heureux d'avoir de l'eau, les plombiers, eux, se tournent les pouces parce qu'ils n'installent plus de suppresseurs. Vous êtes toujours à Matin Bonheur et c'est vendredi. Les vendredis, vous êtes habitués maintenant. Enfin, un tour en cuisine pour la chronique diététique. Et aujourd'hui, on vous propose un repas spécial avec un méli-mélo de fruits. Votre recette diététique est de retour pour une autre recette de crêpes avec notre chef à Comian, Patrice. Bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, effectivement, je vais bien. Et vous? Super bien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avec vous, on mange tellement bien que c'est toujours un plaisir pour nous de vous inviter. Effectivement. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez une crêpe à base de salade de fruits. Effectivement, aujourd'hui, on vous propose une crêpe à base de salade de fruits. Et pour faire la crêpe, elle est vraiment très facile. Très facile, comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Alors, pour faire une pâte à crêpe, il nous faut du sucre, du lait demi-écrémé, de la farine de blé, des œufs, du beurre fondu. Donc, vous allez rappeler comment on fait. D'accord. Pour faire la pâte à crêpe, nous avons besoin de lait, de la farine de blé, du sucre. Qu'on met ensemble, qu'on mélange, des œufs et du beurre fondu. On met tout ensemble et on mélange tout. Voilà. D'accord. Aussi, vous conseillez de faire cette pâte-là plus tôt, pour qu'elle soit beaucoup plus onctueuse. Voilà, donc il faut faire la pâte et laisser reposer 9 heures de temps avant l'utilisation et après l'utilisation. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait? Oui, c'est ce qu'on a fait, effectivement. Et on va commencer? On va commencer à préparer notre crêpe tout en d'abord chauffant notre plaque. Nous allons la mettre à 200 degrés. D'accord. Et ensuite, nous allons utiliser notre beurre déjà fondu pour mettre sur la plaque, bien graisser la plaque. Et là, nous allons prendre notre pâte à l'aide de notre louche.
Nous allons bien remuer. Prendre une belle pâte. On va mettre nos différents fruits. On a pris le soin de découper cela en dés. Voilà. Ensuite, on prend l'ananas qu'on a pris aussi le soin de découper cela en dés. On recherche un goût particulier avec un peu, voilà, effectivement, on a le goût de l'ananas un peu sucré, le goût de la banane aussi sucré et le goût un peu aigre du kiwi. Les fruits, c'est selon votre goût ce que vous rajoutez. Et ensuite, nous allons faire le pliage. N'oubliez pas, on va mettre notre beurre qui est moins gras sur notre crêpe. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pour faire briller plus. Voilà, tout simplement. Là, on va enlever. Voilà. Je vous aide à débarrasser. Et là, vous avez votre crêpe. Alors, chef, voilà notre crêpe. Elle est prête. Oui. Oh, ça sent tellement bon. Merci. Donc, les téléspectateurs attendent certainement ce moment-là, le moment où Nessie va déguster la crêpe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Nessie, en fonction de comment tu fais ton visage, on sent que le repas, il est bon ou pas. Donc voilà. Là, je vais y aller et je vous dirai, si c'est pas bon, je vous dirai, je vous promets. Mais avec la dernière crêpe que j'ai goûtée chez vous, je sens que je vais apprécier celle-là. Avec les fruits, tout ça. Effectivement, avec les fruits de saison. saison. Et ça, on peut le manger le matin? Le matin ou soit au dessert, l'après-midi au dessert. Au goûter aussi? Au goûter aussi. D'accord, pour les enfants, pour les grands, toute la famille? Toute la famille, vous pouvez prendre. D'accord. Je prends un peu de banane, un peu de kiwi et un petit morceau d'ananas. Ah oui. Marcelin, c'est délicieux. On va conclure rapidement. Hein. On va libérer les téléspectateurs et nous, on va terminer notre repas. Ben voilà. Vous voyez, c'est très simple. Vous pourrez reprendre cette recette-là chez vous. N'est-ce pas, chef? Oui, effectivement, chez vous, tranquillement. En un temps de laps de 5 minutes, vous avez une crêpe vraiment avec des salades de fruits chez vous. Avec n'importe quel fruit à vos goûts. Voilà, n'importe quel fruit à vos goûts. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, on va dire, retrouvez le chef dans ce restaurant. Vous connaissez certainement. Au revoir. Voilà. Voilà une recette très saine et simple que vous pouvez reprendre chez vous. On peut le manger le matin, idéal pour les enfants, hein, comme goûter, déjeuner, tout. Vous pouvez manger à tout moment de la journée. Matin Bonheur se poursuit à l'entame de cette émission. On vous l'a dit aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du côté du Togo. Le Togo, c'est un petit pays, l'un des plus petits États d'Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée, limité au nord par le Burkina Faso et au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Sa capitale, c'est Lomé. Encore une fois, très bonne fête d'indépendance à tous les Togolais qui sont devant leur petit écran. C'est vrai qu'aujourd'hui, on célèbre les Ita, mais c'est également la naissance de Coretta Scott King, la veuve de Martin Luther King. Elle est née le 27 avril 1927. En 1951, elle s'est inscrite au Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre de Boston. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré à Boston, on l'a dit, Martin Luther King, un étudiant en doctorat de l'Université de théologie de Boston. Ils se sont mariés le 18 juin 1953. Cette date marque également l'élection de Nelson Mandela lors des premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. Il avait été condamné
on le sait, à la prison à vie en 1964, étant à la tête de l'ANC, l'African National Congress. De nombreuses campagnes furent menées pour demander sa libération. Ce fut le cas en 1990. Et après un accord avec le président Clerc sur la libération de Nelson Mandela et la mise en place d'un régime démocratique en Afrique du Sud. Et on a vu là, ce fut l'élection du premier président noir de l'Afrique du Sud et ce fut un bonheur pour l'humanité entière. Encore une fois, que Nelson Mandela repose en paix. Vous êtes à Matin Bonheur, on continue notre émission avec un autre reportage qu'on vous propose. Il s'agit là des abeilles qui font de très belles choses dans les bergers. On y va. Au cœur du Lot-et-Garonne, dans ce verger de pommiers à peine en fleurs, une drôle de boîte violette attend ses pensionnaires. Ces abeilles solitaires, appelées osmies, ne vivent pas en ruche, ne fabriquent pas de miel, mais elles sont pourtant des championnes des vergers. Elles sont très efficaces en termes de pollinisation, puisque le taux de fécondation des fleurs sur une visite est de l'ordre de 90 à 95%. Quand une abeille mellifère, ça varie entre 20 et 50%. Autre spécificité, elle ne butine jamais une fleur 2 fois, car chaque abeille laisse une trace d'hormone dans le pistil pour indiquer son passage. Depuis maintenant 4 ans, la société Osmia propose aux agriculteurs de louer ces abeilles pour 350 € par hectare. Elles sont installées au printemps dans les vergers et fin juillet, l'entreprise collecte les précieux cocons pondus dans les abris. Ici, c'est la chambre froide où on conserve les cocons. Ils restent froids tout l'hiver, à température dirigée, pour être opérationnels pour la saison suivante. La société arrive à programmer le réveil des abeilles à date précise selon la floraison de chaque client grâce à la chaleur dans cette salle sombre. Ici, nous sommes dans un verger précoce de cerises. Les abeilles sont à l'œuvre depuis plusieurs jours déjà. Son efficacité, l'osmie la doit à ses caractéristiques physiques. L'osmie est dotée d'une brosse ventrale. Donc elle a sous le ventre un abdomen poilu. Et le pollen se colle automatiquement par électricité statique. Elle est beaucoup plus rapide que la mellifère puisqu'elle a une capacité jusqu'à 17 fleurs minutes en pollinisation. Très casanière, cette abeille a un rayon d'action limité à 150 mètres. Elle reste donc dans le verger où elle est installée. Résultat, plus de fruits et des calibres plus gros. Chez ce producteur, l'année dernière, il a réussi à doubler sa production de cerises grâce au seul pouvoir des abeilles. Matin Bonheur, cette émission qui vous informe et qui est là pour votre bonheur, suit son cours. En toute dernière partie, c'est-à-dire dans la thématique, on parlera des Ivoiriens et de leur solidarité. Les Ivoiriens sont-ils solidaires en fatigue? On en parlera avec nos invités. Hamza Diaby est déjà installé dans ce studio pour le JT. Mais on poursuit nos différentes informations. Le 27 avril 1968 marque également la mort dans un accident du cosmonaute Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. Donc il est mort dans un accident d'avion. On poursuit notre émission avec un autre reportage qu'on vous propose. N'oubliez pas, la réalisation est signée Christelle Akoussa. La Coupe du monde de football se déroulera pour la première fois en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. L'Allemagne y défendra son titre acquis au Brésil en 2014. 12 stades et 11 villes situées sur 3 fuseaux horaires différents accueilleront les 32 équipes qualifiées pour cette 21e édition du mondial. Le match d'ouverture et la finale auront lieu à Moscou, dans l'arène la plus emblématique de Russie, le stade Loujniki, ex-stade Lénine, qui peut accueillir plus de 80 000 spectateurs. Afin de limiter les déplacements des équipes lors de la phase de poule, les enceintes sportives sont réparties selon 4 pôles géographiques. Dans le nord-ouest, Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Dans le centre, Moscou et Nijni Novgorod. Dans l'est, Saransk, Kazan, Samara, Ekaterinbourg. Au sud, Volgograd, Rostov-sur-le-Don et Sotchi.
Avec une distance moyenne entre les villes de 600 km et alors que 3000 km séparent la ville haute, la plus orientale, de la plus occidentale, le déplacement des supporters et des sportifs sera un des points sensibles de la compétition. L'un des enjeux du plus grand événement sportif planétaire sera la sécurité, avec une double menace qui pèse sur la Russie, celle des terroristes djihadistes et celle des hooligans russes et étrangers. Voilà, les amoureux du sport seront servis. C'était là la présentation du mondial en Russie. Matin Bonheur, cette émission qui vous informe et qui vous donne toutes les informations d'ici et d'ailleurs, se poursuit. Donc juste après le JT d'Hamza Diaby, on recevra quelqu'un ici sur ce plateau pour parler du peuple Akié. Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, on aura toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir sur ce peuple-là, d'où ils viennent, comment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, quelles sont les habitudes, quelles sont leurs habitudes. On en parlera en long et en large. Il est installé, très bien installé d'ailleurs, mais on part pour la météo avant de l'écouter nous parler de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Alors, Hamza, bon, avant de voir la météo, de savoir ce qui se passe dans le temps, on va vous souhaiter la bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va. Vous avez vu le reportage sur la Russie, là? Ça vous dirait d'aller la assister? Coupe du Monde, ouais, je songe à prendre un billet pour y aller. Vous êtes très foot? Pas trop foot? Pas beaucoup. C'est vrai que je suis un avant-centre assez bon, mais bon, je pratique. Ah, vous jouez bien plus. au foot? Je suis un avant-centre, un champion, ouais. Ah! Et il dit avec oui, tellement de simplicité. Je demande toujours à l'équipe de la télévision, ici, à l'équipe de la RTI, lorsqu'il y a des matchs d'enjeu, des matchs d'envergure, de ne pas hésiter à me faire signe. Ils hésitent souvent parce qu'ils voient qu'on est beaucoup occupé par rapport au journal. Mais bon, je suis disponible pour la télévision, même si l'équipe nationale pense un jour que je peux leur apporter quelque chose, il n'y a pas de problème. Quelle équipe nationale? De Côte d'Ivoire? De Côte d'Ivoire, bien sûr. Ah bon, en tant qu'entraîneur? Non, avant-centre, je suis un bon 10. Vous pouvez jouer encore? Oh, ouais, c'est vrai que je prends un peu dans bon point, oui. Mais bon, oui, toujours, ça peut aller. Pas trop vieux? Non, ça va. Ça va? Ça va. On a vu des gens, Roger Mila et autres, qui ont joué un peu plus tard que moi. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire? Ouais. D'accord. Si la réalisation le veut, on part maintenant pour le JT. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les parties est, sud forestière et le littoral pourraient connaître un temps nuageux avec des pluies localisées pendant cette matinée. Le reste du pays sera partiellement nuageux et on pourra découvrir progressivement le soleil. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, la ville de Bondoukou marquera 23 degrés, il fera 24 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa marquera 24 degrés, il fera 24 degrés à Korogo, Mans 22 degrés, le mercure affichera 23 degrés à Odiéné, San Pedro 26 degrés, Sassandra 25 degrés, Tabo marquera 24 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, les régions du nord et de l'ouest pourraient observer des formations orageuses suivies de pluie. Sur les régions forestières et le littoral, on pourrait enregistrer des manifestations orageuses avec en bonus des pluies, notamment dans la région du sud-est. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 31 degrés sur la ville d'Adiaké, il fera 34 degrés à Bondoukou comme à Boaké, 33 degrés sur la ville de Daloa, Dimbokro marquera 35 degrés, il fera 31 degrés à Gagnoa, Korogo, 34 degrés, Mans, 31 degrés, 34 degrés sur la ville d'Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés sur la ville de Sassandra, 30 degrés à Tabou et Yamoussoukro, 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara est à Kigali au Rwanda et hier jeudi 26 avril dans l'après-midi, le chef de l'État a eu un entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame qui est aussi président en exercice de l'Union africaine. Le compte rendu de Viviane Haïm. Comme le président de la République l'avait annoncé à son arrivée mercredi à Kigali, ce jeudi après-midi, il a eu un long échange avec son homologue rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, venu lui rendre visite à son lieu de résidence. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1h30 sur divers sujets concernant, ainsi que le président de la République l'avait souligné, la paix et la sécurité sur le continent. Vous allez le voir, le chef de l'État a profité de cette visite pour visiter le mémorial du génocide de Kigali. Kigali, donc, au Rwanda, qui commémore le génocide rwandais en 1994. Sachez que les restes de plus de 250 000 personnes sont enterrés là, dans ce mémorial. Il y a un centre d'accueil pour les étudiants et les personnes qui souhaitent comprendre les événements qui ont conduit aux événements donc, de 1994. Le centre est un mémorial permanent pour ceux qui étaient victimes du génocide et sert comme lieu d'enterrement pour les personnes en deuil, leurs familles et leurs amis. Le centre est géré et exploité par l'égide de la Confiance et le conseil de la ville de Kigali. Le ministre des Affaires étrangères, lui, est en ce moment aux États-Unis pour une mission à l'ONU. Marcel Montano a participé à un débat ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. La rencontre portait sur la consolidation de la paix dans les pays qui sortent de crise. Le cas de la Côte d'Ivoire est une réussite en la matière et a été salué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. On en sait plus avec notre envoyé spécial sur place, Michel Digré. Séance d'information du Conseil de sécurité sur la consolidation et la pérennisation de la paix, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, citée comme un exemple de réussite au cours des débats. Nous pouvons bâtir notre travail sur nos succès. Et je crois que le succès le plus important des temps récents a été le succès en Côte d'Ivoire. La présence de la Côte d'Ivoire aujourd'hui au Conseil de sécurité est un symbole indéniable de ce succès. Pour le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, l'ONUCI a joué un rôle majeur dans le processus de sortie de crise. Mais il a fallu un engagement efficient de l'État ivoirien pour consolider la paix dans le pays. Pour mon pays, l'État est la clé de voûte des actions de consolidation de la paix et de sa pérennité. Le relèvement spectaculaire de l'économie de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale, a favorisé l'émergence d'un État solide qui a pris toute sa part dans les efforts de normalisation post-crise et de consolidation de la paix. Grâce à la volonté politique clairement affichée du président Alassane Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire s'est impliqué financièrement et dans des proportions rarement vues sur le continent dans la mise en œuvre et la réussite du DDR et de la RSS, le renforcement de la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la reconstruction post-conflit. Et le ministre Marcel Montano de donner des pistes de solutions pour la pérennisation de la paix dans les pays qui sortent de crise. L'exemple de mon pays permet à cet effet de poser quelques principes. La consolidation et la pérennisation de la paix étant tributaires de l'état des institutions d'un pays après le conflit, l'action de notre organisation et des autres partenaires devra consister soit à renforcer l'État lorsqu'il existe, soit à le rétablir lorsqu'il s'est effondré. Toute action de la communauté internationale en substitution à l'État restera superficielle et créera un effet d'accoutumance et de dépendance désastreux pour la paix. Pour être efficace sur le terrain, notre organisation doit afficher une grande cohérence et intervenir sous une entité unique. Elle doit pour cela mettre fin à la dispersion de ses ressources et de ses actions constatées dans plusieurs théâtres post-conflit. La Côte d'Ivoire a réaffirmé son soutien au projet de réforme du pilier paix et sécurité initié par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Marcel Montano a invité les pays développés, les partenaires multilatéraux et le secteur privé à mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du fonds d'appui à la consolidation de la paix.
Les TIC en Côte d'Ivoire, mutation en cours et programme de développement à venir. C'est un thème développé par le ministre Bruno Nabagné-Koné au cours d'un déjeuner. Débat engagé le projet e-agriculture, digitaliser l'essentiel des flux financiers et mettre en œuvre le projet roaming sont autant de sujets sur lesquels le ministre a réagi. C'était en présence de notre reporter Patricia Omoïtia. Il s'agit pour le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, de faire une communication suivie d'échanges sur le thème « Les TIC en Côte d'Ivoire, mutation en cours et programme de développement à venir ». Nous pensons fin 2018, mi-2019, être à 100% de couverture du territoire national, donc d'interconnexion en haut débit Internet par la fibre optique de l'ensemble des départements de Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets sur le droit de la protection des données à caractère personnel, la cybercriminalité et l'Internet et la téléphonie mobile ont été abordés avec les acteurs du secteur. Ça va plus vite, ça permet un meilleur contrôle sur les opérations et pour les populations, c'est une facilité d'accès, c'est moins de coûts par rapport à la connectivité nationale d'opérer une sorte de roaming national, donc qui permet aux populations d'utiliser les services de tous les opérateurs là où ils sont implantés. Pour Bruno Nabagné-Koné, les perspectives seront meilleures avec, entre autres, le processus e-service et le projet e-agriculture. Le CIGN dévoile son rôle dans la planification et l'exécution des grands projets en Côte d'Ivoire. Le Centre d'information géographique et du numérique veut s'ouvrir davantage à ses publics cibles. Désormais, une tribune d'échange va permettre d'aborder les missions de cette structure. Il s'agit de la plateforme dénommée les matinales du CIGN. Sous la forme de petits déjeuners, acteurs et décideurs du secteur partagent leur point de vue en matière de développement. L'importance de l'information géographique dans la planification et l'exécution des grands projets de développement en Côte d'Ivoire. Voilà le thème de cette rencontre. Serge Coléa pour le développement. Le CIGN, le Centre d'information géographique et du numérique, département opérationnel du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, met en place une plateforme de communication sur ses produits et services. Pour cette première session des matinales du CIGN, les débats ont tourné autour du thème « Importance de l'information géographique dans la planification et l'exécution des grands projets de développement en Côte d'Ivoire ». Un des grands pôles d'expertise du BNET est celui de l'information géographique. L'information géographique, c'est un domaine donc très important, le domaine des cartes. Et c'est un domaine qui est au début et au cœur donc de tout grand projet de développement en Côte d'Ivoire. À travers cette tribune, le Centre d'information géographique et du numérique propose des outils innovants pour améliorer la qualité de service dans divers domaines, notamment la santé, l'aménagement du territoire, la gestion des risques et catastrophes naturelles, le transport, l'agriculture, l'environnement et dans bien d'autres secteurs. Nous sommes totalement intégrés dans toutes les activités. Aujourd'hui, on parle du métro d'Abidjan. Là, le projet du métro d'Abidjan a été fait à partir des données numériques. La réalisation des schémas directeurs d'urbanisme se fait à partir des données d'information géographique. L'entretien routier se fait à partir des données géographiques. Nous avons élaboré ce que nous appelons la carte sanitaire, qui a permis d'accompagner le ministère de la Santé dans la planification de certaines activités relevant de leurs compétences. Les matinales du CIGN constituent un cadre d'échange entre acteurs et décideurs du domaine des sciences géographiques. Observation indépendante dans la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Ce thème a fait l'objet d'une rencontre hier matin dans la commune du Plateau, une rencontre organisée par le comité technique de négociation de l'APV FLET. Il a été question d'échanger sur le mécanisme d'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Les précisions de Grace Kando. Le plan d'action FLEG permet de lutter contre l'exploitation forestière illégale, notamment sur le plan économique, social et environnemental. L'initiative est de l'Union européenne et depuis 2013, la Côte d'Ivoire adhère à cette politique. Il est question d'assainir notre marché national du bois. Donc,
beaucoup d'études ont été menées d'abord dans un premier temps pour comprendre le mode de fonctionnement de notre marché national du bois, les interactions entre les différents acteurs et les flux de produits qui circulent entre ces acteurs-là. Ça a été fait et des mesures ont été prises pour essayer d'adresser les problèmes de légalité et d'illégalité de notre marché national du bois. Le but de notre réunion aujourd'hui, c'est de voir comment passer au stade supérieur, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de la Côte d'Ivoire puisse exporter du bois vers l'Union européenne sans aucun problème, sans devoir avoir ce processus de certification. Selon la Banque mondiale, les pertes annuelles en revenus fiscaux de l'exploitation forestière illégale sont estimées à 10 milliards de dollars américains, soit 5 000 milliards de francs CFA dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de négociation d'un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne sur la gouvernance forestière. Les négociations avancent bien depuis le mois de mars 2018. Il y a une revue qui est en train d'être faite avec l'Union européenne. Nous espérons pouvoir faire en sorte que cette signature se fasse en 2018, cette année donc, parce qu'il y a des perspectives qui sont bonnes. La déforestation est un sujet qui est devenu un sujet d'importance pour nous, un sujet vital. Nous devons lutter contre cette déforestation. Le gouvernement ivoirien est déterminé à poursuivre l'ensemble des réformes engagées afin de reconquérir et d'assurer la gestion durable de son patrimoine forestier. Nous allons refermer ce journal, mais tout d'abord, nous allons vous livrer ces quelques mots d'actualité internationale. C'est un documentaire impressionnant. L'Algérie a récupéré mercredi 25 avril 30 000 archives de la guerre d'indépendance. Ces documents qui appartiennent à la Croix-Rouge ont été transmis aux archives nationales algériennes. Fin 2017, Emmanuel Macron, le président français, avait promis de remettre aux Algériens des copies des documents, mais il faudrait pour cela que le Parlement français vote une loi de déclassification des archives. Et puis, ce vendredi 27 avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in tiennent un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. Le leader nord-coréen s'est déclaré submergé par l'émotion. C'est la toute première fois qu'un dirigeant nord-coréen passe du côté sud de la frontière depuis la guerre de Corée, il y a 7 décennies. Merci et de nous suivre sur la chaîne qui rassemble. Merci Hamza. Merci Nessie. On espère que très bientôt, vous allez rejoindre l'équipe nationale pour défendre les couleurs. Ça dépend des autorités sportives de ce pays. Je suis disponible. Elles gagneraient, les autorités sportives gagneraient à vous appeler. Mais bien sûr. Bonne journée. À bientôt. Et excellent week-end. Merci. Allez, votre émission se poursuit avec notre invité. Avec lui, on parlera du peuple Akie. Attention, c'est écrit Adepo Yapo, mais il s'appelle Adepo Yapo, n'est-ce pas? Je réponds oui. La prononciation est très importante. Ah oui, et je réponds Masro. Masro. Adepo Yapo. Masro. Aéo. Ao. Aéo. D'accord, et là on répond comment? Non mais... Là c'est bon? C'est bon. Bienvenue sur le plateau de Matin. Merci, mais en tout cas je suis honoré d'être parmi vous. Et avant de commencer, il faut une précision de taille. Atié, Akie, c'est pas la même chose. Bon, disons que quand on dit Atié, les Atiés savent qu'il s'agit d'eux. Mais sinon, les Atiés eux-mêmes, ils se définissent par le mot Akie, avec l'accent. Et ce nom serait venu à la suite de leur pénétration en Côte d'Ivoire, ils ont quitté le Ghana au XVIIe siècle. Ce sont les Akans. Donc c'est la même Akans, oui. Et il paraîtrait qu'ils sont passés sur une rivière qui s'appelle Kie. Donc on dit ceux qui sont passés sur le Kie, donc Akie. Mais les Ashantis auraient dit que non, qu'ils ont changé de nom. Donc Kakie. Donc c'est pour ça qu'on appelle Akie maintenant. Kakie, ça veut dire changer. Ils ont changé. D'accord. En baoulé, c'est Kaki. Ah, vous avez vu. Bah, donc vraiment, vous venez du Ghana, hein. Ça se voit. Effectivement. Effectivement. Vous étiez avec les baoulés? Ah oui, nous sommes avec les baoulés. Nous étions... Surtout qu'on a beaucoup de choses au plan culturel en commun. Je suis très étonné parce que les Agnis, les Ibriés, les Abès sont nos voisins, mais on a beaucoup de choses en commun avec les baoulés. Et ça, je me suis posé beaucoup de questions, mais ça s'explique. D'accord. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, donc depuis le Ghana, vous avez traversé beaucoup de villes. Hein.
pour vous retrouver? Disons, oui, enfin, c'est un peu concurrent. Ils sont arrivés, et dit-on, dans un village où ils se sont séparés. Et ce village s'appelle Boap. À cet endroit-là, ils ont fait un serment et chacun est parti de son côté. Ils ont avancé jusqu'au bord de la lagune Ébrié. Et on retrouve les Akié au bord de la lagune Ébrié, précisément à Benjerville, à Nyama de Berkader, on trouve des Akié. Et même à Songo. À Ferry, là, oui, ça c'est au cœur même des Akié du Nord, on peut dire. À Coupé, à l'épée. À tous les pays. Hein. Mais on dit paix, mais c'est pain. Pain qui veut dire lieu, endroit. D'accord, à Coupe. À Coupe. Mais vous parlez à qui, là? Ah ben oui, depuis que je vous côtoie, vous êtes contagieux. Ah, bon, d'accord. Et surtout que vous faites attention à l'accent. Ah oui. C'est très important. Oui, c'est très important. Parce que ça change carrément le sens d'une phrase. Ah oui. D'accord. Alors, comment s'est faite la migration? On a parlé de la migration déjà. Et la place de la femme au pays acquis, ce sont les Akans. On sait que chez les Akans, la femme a une place très, très importante. Est-ce que c'est la même chose chez les Akiés? Oui, bien sûr. Si sur la place du village, on voit les hommes qui discutent, mais avant ça, c'est que la discussion a eu lieu à la maison. C'est la femme qui a donné son point de vue à son mari qui vient l'exprimer sur la place publique. Mais les femmes d'un certain âge peuvent prendre la parole sur la place publique en pays acquis. Et donc la femme, elle est très importante. Et le mariage, c'est quelque chose d'important. Le mariage en 3 étapes. On dit coco. Elle allait frapper à la porte. Première étape. Deuxième étape, demander la main. Et 3e étape, la dot. Mais quand on a fait la dot, maintenant la mariée doit rentrer au foyer. Mais c'est une cérémonie où la mariée est habillée avec son atouffo, son maquillage, et on laisse apparaître les parties où sa beauté doit apparaître. Et elle marche de façon vraiment majestueuse, accompagnée de ses camarades qu'on appelle les dauphines qui l'accompagnent. Et on la conduit dans son foyer, et ses amis restent avec elle pendant 1 semaine pour qu'elle puisse s'adapter au milieu. Ses amis restent avec elle dans son foyer? Oui, dans son foyer pendant 1 semaine. Elle est une reine, on s'occupe d'elle. Et c'est après 1 semaine qu'elle voit vraiment les réalités du foyer. Quoi. Là, c'est compréhensif quand elle épouse un acquis. Oui. Mais quand elle épouse quelqu'un d'une autre culture, c'est pas évident qu'il accepte qu'elle vienne chez lui pendant 1 semaine avec quelqu'un d'autre. Est-ce pour ça que les Akiés décident de se marier entre eux? Oui, mais en fait, pour la procédure de mariage est semblable, est pareille. C'est-à-dire que vous respectez tous les principes qui ont été établis. Maintenant, quand elle rentre au foyer, effectivement, c'est différent, puisque si elle va chez un Sénifo, bien chez un Baolé, c'est pas les mêmes coutumes, donc on ne va pas observer les mêmes choses. Mais si on leur demande que ses camarades vont l'accompagner pendant 1 semaine pour prendre soin d'elle et pour la conforter, pour la rassurer dans le foyer, je pense que si le mari l'aime, il pourrait accepter. Mais pourquoi? Vous avez déjà entendu parler de ça. Les femmes acquises sont très jalouses. Oui, mais ça, la jalousie, c'est un phénomène de l'amour. Quand on aime, on est jaloux. Mais c'est le mot très là qui... Bon, je ne sais pas si je dois le confirmer. Vous avez côtoyé les autres peuples, vous connaissez pratiquement tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est dû à leur trait de caractère. L'Aki a un trait de caractère, il est très rigoureux. Et quand tu donnes sa parole, il tient à cela. Donc, il ne peut pas comprendre que, vous décidez d'épouser, puis vous ayez... Mais maintenant, normalement, une femme qui est mariée, avant qu'on puisse prendre une seconde épouse, on demande son avis quand même. Et quelquefois, elle accepte. Donc, le mot très, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera chez la femme acquise qu'on ne trouvera pas ailleurs? Ce qu'on trouverait chez la femme acquise... Qu'est-ce qui caractérise la femme acquise? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un patrimoine culturel et gastronomique qui fait que, on dit, ça c'est en Côte d'Ivoire. Le Bieux-Cosseux.
Donc la femme Aké sait très bien faire la cuisine. Ah oui, elle sait très bien la cuisine. Et c'est pas seulement le bikotso, il y a les autres sauces aussi. Agnace. Agnace, c'est une sauce feuille que les Bétis appellent tikuti. Et puis, on va revenir sur la cuisine. On va revenir sur la cuisine, mais on veut savoir, est-ce que la femme Aké, elle est douce, elle est aimable, elle est serviable, ou bien c'est une femme battante, qui se lève elle-même, un peu comme les femmes gourou, là, qui prend les devants des charges familiales. Qu'est-ce qui caractérise la femme Aké? Ah oui, ça c'est... Je ne sais pas si je peux encore parler parce que vous avez tout dit. Ah. Oui, vous avez vraiment, sans le vouloir, dit les traits caractéristiques de la femme Aké. Il s'est trouvé qu'il y a beaucoup d'Aké qui sont en France. Et les femmes ont beaucoup contribué à ce que ces enfants soient en France en faisant du commerce, du vivrier. C'est l'Eldorado, le peuple Aké. La France. France, oui. Si vous n'avez pas fait la France, la preuve, moi je ne vous parle parce que j'ai fait la France. Donc quand un Aké a réussi, c'est qu'il est parti en France. En France, pour apprendre quelque chose, et il revient avec ça. C'est pour ça que moi je suis... Donc il va prendre le savoir ailleurs pour venir développer. Pour l'intégrer. D'accord. On comprend mieux là. Donc les femmes, elles travaillent beaucoup, pour mettre l'argent de côté pour faire partir les enfants. La plantation qu'on fait au village, c'est à la femme. Dit-on qu'un enfant qui réclame les biens de ses parents, on dit, mais on voit l'endroit où votre maman a cultivé. D'accord. Donc, vous voyez, puisque l'héritage est matrilinéaire, on dit, où votre maman a travaillé. Donc c'est très important, quand la femme travaille, ça rapporte aux enfants. Et les hommes? Les hommes, ils apprêtent tout ce qu'il faut pour la femme. La maison, construire la maison pour que la femme soit bien lotie. Apprêter la plantation, parce que ça suppose qu'il faut défricher, il faut abattre les arbres avec les muscles. Et épouser une femme en pays Aké, cela suppose que vous êtes capable de bien travailler au champ, de pouvoir la nourrir. De monter sur un palmier pour cueillir les régimes de palme. Et ça c'était un exercice très important pour l'homme Aké pour acquérir une femme. On dit qu'il peut nourrir sa femme. Donc les hommes Aké sont forts. Ah oui, ils sont forts et ils sont courageux et très rigoureux aussi. Ah bon? Rigoureux parce que nous avons un trait caractéristique qui est différent des autres Akans. Par exemple, les autres Akans, ils ont 7 jours dans la semaine, nous avons 6 jours. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est un calendrier rituel et qui donne des noms vraiment percutants. Par exemple, le premier jour, c'est Tien. Tien, le garçon, c'est Atsé. D'accord. Atsé, Opoku. Vous voyez, donc quand je dis Opoku, vous savez que ce n'est pas ici, c'est le Ghana. Et la femme, c'est Chia, Chamiba. Bon, les noms qui sont spécifiques, bon, le deuxième jour, c'est Tiempi, c'est Yapi. Ah là, moi, j'aurais bien voulu m'appeler Yapi. Yapi Kassambe. Ça veut dire quoi? Yapi Kassambe. Yapi Kassambe, c'est quand vous vous appelez Yapi, bon, vous êtes sauvé parce que Yapi ne peut pas mourir à l'étranger. Yapi Fita Fita. C'est quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand. Il est né un Tiempi. Maintenant, moi, je suis né un Pitié. Dans ces 6 jours, il y a 2 jours qui sont vraiment bénéfiques. Il y a Pitié et puis il y a Coin. Moi, je m'appelle Adepo Yapo, mais mon nom de naissance, c'est Atsé. Atsé. On ne peut pas les traduire en français ces jours-là. Non, mais mon nom de choses, excusez-moi. Mon nom, c'est Seka. Seka. Seka Abouagui. On ne peut pas les traduire, c'est le nom honorifique. C'est-à-dire que quand vous faites... Je ne m'appelle pas toujours Seka Abouagui, on dit Seka. Mais quand j'ai fait quelque chose, par exemple, après ce passage, quand je vais sortir d'ici, on dit « Hé, Seka Abouagui !» C'est-à-dire que j'ai bien parlé, je suis allé au-delà de ce que je sais. Et puis l'autre dernier nom, je m'appelle Yapo. C'est le dernier nom qui est le nom, le 6e jour. Yapo. Ah non, ça c'est un grand nom. Achapo Kotokan. Alors j'ai un ami, il ne m'appelle jamais Yapo. Il m'a dit, ça on nous appelle aussi. J'ai dit quoi? Celui qui marche et la tête tremble. C'est celui à qui on doit le respect. Donc vous voyez. Donc les noms ont une très grande signification. Oui, donc je comprends pourquoi on va appeler, parce que je suis un Yapo. C'est quelqu'un à qui on doit du respect. Achapo Kotokan. C'est un peu, on va dire, mystique. Ah oui. Oui. Les Aké sont très religieux.
Ils sont versés dans le mysticisme. Oui, mais enfin, le mysticisme et la religion, c'est quelque chose de très lié. Chez les Baoulés, on a le comion. Oui, mais on a les mêmes choses. On a les mêmes pratiques. Vous également, vous avez des comions. Oui, des comions, oui. Les femmes qui purifient l'espace quand on a fait un événement, qui sont devant des événements aussi, parce que nous savons ce qu'on fait, la danse guerrière. Et c'est cette danse-là qui permet de prendre le pouvoir, de faire asseoir un chef, de désigner un chef. Et pendant cette danse-là, c'est les comiens qui sont devant, qui purifient, parce qu'il y a des obstacles quand on fait la procession. Donc vous avez vu, la femme est toujours présente, même quand les hommes font des pratiques. Donc la femme a une place très importante. Et vous avez parlé d'installation de la chefferie, tout ça. Comment est organisée la société à Kié? Oui, la société à Kié est organisée en système, comme on dit, un système de classe d'âge. Ils ont connu la royauté, parce qu'ils sont battus avec les Ashanti, et même ils sont venus avec un symbole du pouvoir. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé des voisins qu'on appelle les Brekegbon. Les Brekegbon, c'est dans la zone de Songon, qui font la danse guerrière. Mais cette danse-là est sied aux Aki, puisqu'ils sont guerriers. Les Brekegbon, ils font partie de la famille Aki? Non. C'est un peuple de Côte d'Ivoire qui a disparu même. Ah, qui a disparu? Oui, ils étaient voisins aux Aki et aux Hébriers. Donc, ils pratiquent la danse guerrière et que les Aki aussi pratiquent. Mais il y a le système même de classification que nous avons emprunté d'eux. Donc, il y a les classes d'âge qui existent chez les lagunaires, pas seulement chez les Aki, Hébriers, Aki, Abouré, à Ladjan, même au Dukrou, et les Mbato. Donc, la société est divisée en 3 classes d'âge. Et ces classes d'âge-là, c'est comme la démocratie. Les Blancs même ont trouvé ça, que c'est la démocratie primitive, parce qu'on a connu ça avant les Blancs, cette démocratie. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas s'imposer un pays acquis pour dire que moi, non, parce que c'est le peuple qui choisit. C'est la classe d'âge qui est au pouvoir qui choisit. Au sein de cette classe d'âge qu'on choisit le chef. Donc c'est vraiment très, très stratifié, chacun connaît sa place. Dans certaines cérémonies, on s'assoit par classe d'âge. Et que vous soyez ministre, vous vous asseyez à votre classe d'âge. Quand le chef de la classe d'âge parle, le ministre qui soit, il écoute son chef. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les critères d'appartenance à une classe d'âge? Ah oui, là, bon, vous me posez une question très délicate. Bon, enfin, disons, j'ai simplifié classe d'âge A, classe d'âge B, classe d'âge C. Alors, au départ, comme je vous ai parlé de A, les gens qui sont en classe d'âge A, tous les enfants, ils appartiennent à la classe d'âge C. J'ai dit, il y en a 3. Donc, quand on n'est pas à la classe d'âge A, on appartient à la classe d'âge C. Maintenant, si la classe d'âge A finit son service, que les B viennent, les B, leurs enfants, ils deviendront A2. Ça, c'est mathématique. Oui, ça tourne. Oui, oui, A2. ça tourne. C'est pour ça qu'on est très fort en maths. Et puis ensuite, quand les C viennent, les C, leurs enfants deviennent les B2. Donc, c'est quelque chose qui est cyclique, un système cyclique. Donc, démocratique. On ne peut pas dire que, bon, on est au pouvoir et l'alternance est intégrée dans, puisque c'est le système, en fait, c'est l'actualité aujourd'hui, elle est intégrée dans notre fonctionnement de chefferie. Il y a les cérémonies d'initiation, chez les Hébriers, on a la fête de génération. Et c'est en cela que nous ne sommes pas très isolés, parce que j'étais un peu en pays baoulé, puis j'ai dit, mais pourquoi vous avez perdu ces choses-là où on initie? Les gens du Sud, nous, on a le bois sacré. Donc, quand on va pour passer au pouvoir, il y a une initiation qui s'est faite au bois sacré où on vous apprend les choses de la vie, toutes les choses de la vie, comment obéir, comment... Seulement chez les hommes? Chez les hommes, oui, ça c'est chez les hommes. L'éducation de la femme se fait au quotidien. Au quotidien, au côté des femmes, de la famille, avec la tradition orale, les contes. Dans les contes, il y a l'éducation aussi des enfants, parce que c'est notre enseignement, c'est notre école, les contes. Chez tout le monde, chez les Baoulés. Chez les Africains, le conte, c'est notre école.
où on apprend tous les systèmes, la peur, les méchants, les bons, comme on voit dans les films. Donc, au bois sacré, on apprend tout et quand on sort du bois sacré, on devient muet. On devient muet. Et on garde pour le transmettre à d'autres générations. Oui, parce que la connaissance, il faut l'acquérir au bois sacré. D'accord. Merci beaucoup. Oh, c'est tellement intéressant de parler avec vous. Mais on pourrait en parler en Athènes, parce que bien sûr. Et pourquoi pas peut-être à un autre moment. On verra si on peut vous réinviter pour continuer cet échange-là. Avec plaisir. Si toutefois je suis à Abidjan, parce que comme vous me sollicitez, il y a d'autres qui me sollicitent aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. On vous souhaite un excellent week-end. Merci. En tout cas, ça commence très bien. Et nous, on poursuit cette émission. On part pour la pub avant de recevoir nos invités pour la thématique. Camarades militantes, camarades militants, ton parti, le Parti ivoirien des travailleurs PIT, entre en congrès extraordinaire le dimanche 29 avril 2018 à partir de 9h à l'hôtel Belle Côte de Cocody. Thème, examen des textes fondateurs du Parti unifié RHDP. Militantes, militants, camarades congressistes, venez apporter votre contribution à la marche de la Côte d'Ivoire, notre pays à tous, vers l'émergence. Contact 08 96 69 64. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah, le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. De retour sur le plateau de Matin Bonheur, on vous l'a dit aujourd'hui, c'est culture. Nous sommes avec notre sociologue avec qui on va essayer de jauger la fibre solidaire des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens sont des solidaires empathiques? On en parlera avec lui. Et Madame Dostizedi, qui elle également nous rejoint, elle est présidente de l'ONG Âme du Cœur. Elle est certes artiste chanteuse, mais elle est également présidente d'ONG Âme du Cœur. Et avec elle, on parlera de la solidarité des Ivoiriens. Mais avant, le postulat. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Une idée généreuse qui confère à ce continent la terre de la solidarité. À tort ou à raison, la solidarité a été présentée comme une vertu africaine et l'individualisme comme un vice occidental. Ainsi, l'Africain est guidé par cette idée. Quand il y en a pour un, c'est qu'il y en a pour tous. Mais aujourd'hui, l'Afrique semble s'éloigner de ses valeurs de solidarité et d'entraide. Pour moi, la solidarité s'impose à l'homme. C'est un devoir. J'ai mon ONG qui se nomme Agui Ngwa. Agui Ngwa veut dire tout simplement sauver la vie. Moi, quelles que soient les circonstances qui s'imposent, je viendrai toujours en aide, même à mes ennemis. Moi, personnellement, je serai toujours prêt à aider mon prochain. Mais il faut dire que certaines personnes abusent de la générosité. Raison pour laquelle d'autres sont réticents. Il y a des gens, effectivement, qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens et qui attirent sur eux ce que je peux appeler la pauvreté voulue. Il y a des gens qui abusent. Quand tu veux les aider, après, ils déconnent. Moi, j'étais dans les besoins. C'est quelqu'un qui m'a aidé. Bon, si moi j'ai l'occasion pour aider les gens, je ferai. Avoir pitié de son prochain, lui venir en aide, des gestes de compassion qui se raréfient. L'indifférence est quasi glaciale. D'où cette interrogation. La solidarité ivoirienne, mythe ou réalité? C'est avant que l'Ivoirien était solidaire, mais maintenant la politique a tout gâté. Mais il faut dire qu'à l'étranger, l'Ivoirien est toujours solidaire. Il y a une attaque à Bassam, à la plage de Bassam, où les Ivoiriens sont sortis comme un seul homme pour défendre le drapeau ivoirien
Et cela prouve vraiment que les Ivoiriens sont solidaires. L'État ivoirien ne peut pas tout faire. Il faut que nous-mêmes, les Ivoiriens, on aide un peu l'État. Aider les personnes démunies, moi je pense que je suis prêt à le faire dans la mesure de mes possibilités. Parce que personne n'est né pour être pauvre ou pour être riche. On devient riche après. Donc quand quelqu'un traverse des moments difficiles, que tu as un peu de moyens, il faut l'aider. C'est vrai, je cherche de l'argent, mais des fois des gens viennent nous voir au cabinet des patients qui n'ont pas vraiment les moyens. Mais on est obligé de suivre les traitements jusqu'à la guérison. Parfois même on paie les transports. La confiance n'est plus au rendez-vous. Et malgré les avis qui restent mitigés, l'entraide mutuelle existe en Côte d'Ivoire et s'exerce surtout dans le cadre des liens parentaux ou amicaux. La solidarité est-elle en réalité une vertu ivoirienne, voire africaine? Réponse mitigée. Mais les guerres, les famines, les inondations et autres catastrophes offrent l'occasion de prendre la mesure de la solidarité dont les pays occidentaux sont capables. Les Ivoiriens sont-ils solidaires, empathiques? On en parle maintenant sur ce plateau avec nos invités. Bonjour Madame de Tized. Bonjour Nancy, bonjour à la RTI. Je suis très heureuse d'être là. Oh, plaisir partagé. Et c'est un thème vraiment qui me tient parce que j'ai été très contente de savoir que j'allais participer à cette émission avec ce thème-là. Voilà. D'accord. Vous êtes présidente, c'est vrai que vous êtes artiste-chanteuse, mais vous êtes là dans le cadre de vos activités sociales. Vous êtes présidente d'une ONG qui s'appelle Âme du Cœur. Oui. D'accord, on y reviendra. Et bonjour monsieur. Bonjour. Lui c'est monsieur Nikel Nielma. D'accord. C'est notre consultant sociologue. Donc il va nous éclairer sur les comportements atypiques des Ivoiriens, des Africains, de façon générale, des hommes, de façon générale. Alors, vu que vous êtes présidente d'ONG, on va vous poser la première question. Alors pour vous, c'est quoi la solidarité? Mais la solidarité, d'abord, c'est l'amour du prochain, hein, l'entraide, hein, aimer son prochain. Voilà. Et puis, à travers l'amour qu'on a pour son prochain, on essaye de partager un peu de son temps. Hein. Voilà, vous savez, moi, je vis dans un pays où les gens sont très solidaires. Donc, depuis 9 ans, hein, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce que moi, je suis une personne qui a été toujours aidée. Ça, je ne suis pas un cas social, hein, mais j'ai été toujours aidée parce que je suis très gentille, les gens m'apprécient, parce que moi, je partage. Je me dis, dans la vie, il faut partager. Donc, vous avez décidé de le faire à travers votre ONG. À travers mon ONG, à la suite d'un grave accident, j'ai vu beaucoup de monde autour de moi qui n'étaient pas mes parents. C'était où? En France. En 92, j'ai perdu mes pieds et je ne pouvais pas marcher. Et bizarrement, je n'ai vu aucun Ivoirien. C'était des étrangers qui m'ont aidé, des gens qui n'étaient pas de ma famille non plus. Et Dieu merci, je m'en suis sortie. Et puis, avec toutes ces expériences, je me suis dit, ben voilà quelque chose, j'ai découvert les Restos du Cœur entre-temps. C'est une sorte de solidarité que Coluche a laissée. D'accord, on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Alors, docteur, oui. On a la définition de la solidarité, qui est le fait de s'entraider, de se venir en aide et tout ça. Mais est-ce que cette définition-là est pareille dans l'entendement de tout le monde? On pense, en tout cas en ce qui concerne l'être humain, qu'il est plus possible en tant qu'animal pour lui de s'en sortir en groupe que de s'en sortir seul. De telle sorte que la vie sociale fonctionne comme une donnée. C'est-à-dire nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'interagir les uns avec les autres. On a besoin de plus forts que nous et nous avons besoin de plus faibles aussi que nous. De telle sorte que la solidarité, logiquement, serait quelque chose de donné. À savoir que le jour où je suis en situation de détresse, en situation difficile, mon premier réflexe, c'est de me retourner vers quelqu'un d'autre qui a les moyens de me secourir. Et au nom de ce que je ressens, je dois aussi ressentir la même chose à l'endroit des gens en détresse et en difficulté. De telle sorte que la solidarité devrait être une caractéristique humaine. Parce que même les animaux, c'est déjà une caractéristique animale.
Quand les animaux, il y a un qui est blessé, quand il y a un qui est en détresse, quand il pousse des cris, des sanglots, les autres sont un peu autour, ils essaient de voir comment l'entourer, comment l'encadrer. Vous voyez, même quand ils ont leurs petits et qu'il y a des prédateurs qui rôdent, tout le monde fait une haie autour de celui-là, de telle sorte que c'est un sentiment qui éprouve tout individu menacé. Et comme je sais qu'un jour je peux être menacé, moi, à mon tour aussi, j'essaie, dans la mesure du possible, de secourir les gens vulnérables, en difficulté et menacés. C'est un sentiment que nous pensons qui est, pour nous sociologues ou psychologues, qui serait universel. C'est-à-dire qu'il serait difficile que je me dise humain sans ressentir la douleur, la difficulté, la souffrance de l'autre. Que si la souffrance de l'autre m'indiffère, on peut pratiquement me qualifier d'inhumain. Et c'est un sentiment qui va forcément avec l'empathie. Oui. Pour pouvoir... l'empathie, c'est ma capacité à me mettre à la place de l'autre. Par exemple, il a parlé de son accident. Je ne suis pas obligé, moi aussi, d'avoir été accidenté, mais je peux imaginer, je peux me mettre à sa place, je peux comprendre la souffrance, je peux sentir même la douleur dans mes pieds aussi. Et c'est ça qu'on appelle l'empathie. Mais si vous n'avez pas cette capacité à vous dire que si quelqu'un a les deux pieds, il est valide, il va où il veut, il sautille, il danse, il est content, il est heureux, je me mets à sa place, je ressens le bonheur. De la même manière, si la personne est en difficulté, elle est en souffrance, brutalement, elle est atteinte dans ses pieds, ça aurait pu être moi. Donc automatiquement, je dois ressentir les mêmes choses, je dois lui apporter confort, réconfort, soutien, assistance, solidarité. D'accord. Vous vivez entre, Madame de Tizet, vous vivez entre deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. Vous avez créé une ONG. Donc, à la lumière de cette définition qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens sont solidaires? Vous allez m'excuser, je suis assez crue. Hein, souvent, les Ivoiriens ne sont pas solidaires, mais c'est une très belle définition. Hein, parce qu'il faut, pour être solidaire déjà, il faut déjà être humain. Voilà, il faut déjà être humain. Voilà. Il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres. Hein, moi, je pense que les Africains, si je dis les Ivoiriens, c'est un peu... Les Africains sont solidaires dans la mort. C'est-à-dire, quand on meurt, on voit du monde. Mais quand la personne est vivante, non. Et puis, il faudrait comprendre aussi que dans la solidarité, il y a beaucoup qui voient c'est pas du gain. Mais ce n'est pas forcément l'argent. Mais très souvent, dans les familles, on voit des chefs de famille recueillis, des neveux, des nièces. Oui, ça c'était avant. Ça se fait encore? Oui, ça se fait encore, mais difficilement. Hein, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont perdu ça. Quand il dit c'est quelque chose de... C'est inné. On doit être, voilà. Un Africain doit être solidaire. Moi, ça fait 42 ans que je suis en Europe. J'ai reçu pas mal d'Ivoiriens. Mais aujourd'hui, j'ai pratiquement peur parce que quand moi-même je suis dans les difficultés, je ne vois personne. Et quand je dis difficultés, c'est des difficultés morales. Oui, quand je vous disais tantôt que j'avais perdu mes jambes, je ne marchais pas, j'avais des difficultés pour même avoir un verre, une bouteille d'eau, même ne serait-ce qu'une orange. Moi qui aime les fêtes, qui reçoit. Même à commencer par ma propre famille, mon petit frère par exemple. Je suis là, je dis, ça commence par la famille. Vous viviez seul? J'ai toujours vécu seul avec mes enfants. Mes enfants ont failli être pris par la DAS parce que je ne marchais plus. Donc je n'étais plus capable de m'occuper de mes enfants. Donc il fallait tout de suite quelqu'un de la famille pour venir chercher ces enfants-là. Sinon, on les prenait à l'assistance publique. Malgré tout, vous avez décidé quand même de mettre sur pied une ONG. Oui, parce que j'ai découvert par les services sociaux ce qu'on appelle les Restos du Cœur que Coluche a créé pour aider des personnes en difficulté. Parce que quand on dit des personnes, quand on entend Restos du Cœur, tout de suite on dit « Ah, c'est des gens qui n'ont rien ». Mais non, on peut être en difficulté, avoir perdu ses membres, par exemple, comme c'était mon cas. Il y a des gens qui se marient, qui font des divorces, et qui perdent tout, parce que chez nous, c'est les femmes qui prennent tout. Donc le monsieur, il se retrouve en difficulté parce que se retrouvant à payer des pensions alimentaires qu'il ne peut plus payer. Donc on va dans ce coin-là. Alors moi, j'ai eu cette chance-là d'aller manger. Et c'est là que je découvre l'humanisme des personnes qui sont bénévoles, qui viennent là pour donner un peu de leur temps aux gens qui sont en difficulté. Ce que depuis 9 ans, j'ai des difficultés à avoir ici. Quand j'ai créé l'ONG Âme de Cœur, c'est pour nourrir 500 enfants. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens. Je me dis, quand je viens ici,
Il y a beaucoup de gens qui savent que je suis généreuse, donc qui me demandent des perdièmes comme ça. Mais moi, je me suis dit que donner 1000 francs à quelqu'un, c'est pas ça qui va faire quelque chose. Je me suis dit que j'allais nourrir des enfants une fois par mois. Mais une fois par mois, 500 repas. Calculez un peu. Moi, je trouve que l'enfant doit manger normalement le matin, à midi et le soir. C'est environ 1000 francs, parce que nous sommes en Afrique. Quand vous calculez 500 francs, on n'est pas loin des 500 000. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas les petits euros de Doti là qui va faire ça. Donc, en créant cette ONG, donc j'ai créé l'ONG, je comptais sur la solidarité des Ivoiriens. Parce que Coluche, il a eu qu'à faire un 20 heures. C'est tout. Et jusqu'à présent, 1 500 000 personnes mangent gracieusement. Mais figurez-vous que j'ai tous les problèmes. Il y a des moqueries. Il y a des gens qui sont là, mais c'est celle-là qui va nous nourrir ici. Elle dit quoi même celle-là? Peut-être que vous n'avez pas la bonne stratégie de communication. Je suis désolée, écoutez-moi, je ne serai pas humble là, je suis une intellectuelle. Non, mais avec les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux, ça vient de venir tout dernièrement. Oui, il y a des actes de solidarité, il y a des personnes qui lancent un appel. Je vous dis, je suis l'une des artistes ici, je remercie la RTI, je suis une des artistes que la RTI reçoit. 5 jours sur 5 ans, je suis à Abidjan pour essayer de motiver les Ivoiriens. Merci le DG. Et les Ivoiriens ne répondent pas. Je remercie le gouverneur du district qui m'a une fois donné 2 petits millions. Mais les 2 millions, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais avant même, des gens comme ça, quand il a reçu mon courrier, il a réagi. D'accord. Donc, je vous dis qu'il faut toujours faire la queue de grue. Moi, à un moment donné, on devient mendiante. Alors moi, j'ai décidé de ne plus faire ça. Non, je n'ai pas arrêté. J'ai commencé, moi, je me suis mise là, j'ai dit, bon, Doti, selon tes moyens, tu peux nourrir les enfants pendant combien de temps dans l'année? J'ai vu que moi-même, je peux financer sans que quelqu'un j'aille faire les pas de grue. Et une fois par tous les trimestres. D'accord, on va essayer de comprendre ce comportement avec notre sociologue qui est avec nous. Comment vous expliquez ce fait-là, que les Ivoiriens ne répondent pas favorablement à un tel Ça appel? encourage, mais ils encouragent, mais ils ne répondent pas. Vraiment, c'est incroyable, c'est indescriptible socialement, parce qu'il y a peut-être 50 ans, il y a peut-être 60 ans, l'Afrique était connue comme le berceau de l'humanité, l'hospitalité. Presque tout le monde a grandi et évolué chez des parents autres que ses parents biologiques. Nous avons tous bénéficié de tuteurs qui n'étaient même pas de notre ethnie. L'étranger était reçu partout comme un roi. On pouvait débarquer chez n'importe quel parent sans téléphoner avant. On grandissait avec nos cousins, ce que les Blancs appellent les cousins, comme étant nos propres frères. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, les choses sont là où elles en sont. D'ailleurs, l'adage ivoirien qui dit la victoire a beaucoup de parents, la défaite n'en a qu'un seul, traduit la solidarité. L'état de la solidarité aujourd'hui, ça veut dire que quand vous en avez, tout le monde est autour de vous, mais dès que vous n'en avez pas, tout le monde disparaît. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, plus les gens ont de l'argent, plus ils sont égoïstes, moins ils partagent et plus ils sont heureux que les autres soient pauvres. Ça aussi, c'est un renversement de paradigme qui est fortement... Oui, justement, ce qui est fortement étonnant d'abord, on va le constater, parce qu'au début, la preuve de votre richesse, c'était la générosité. Quelle que soit votre richesse, si vous ne partagez pas, vous êtes banni, vous êtes mal vu, personne ne vous fréquente, personne ne vous parle. C'était la richesse méchante, la richesse malsaine. À côté de la richesse généreuse, où on donnait tout, pratiquement jusqu'à ce qu'il ne nous reste rien, ça c'était la bonne richesse. C'était une manière de bien vivre et de bien mourir. Et l'autre richesse, c'était la richesse malsaine, une manière de mal mourir. Aujourd'hui, cela est dû à quoi? La question est véritablement à se poser. Parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, les gens vont dire que la solidarité marche peut-être avec la reconnaissance. À savoir que si je rends service à quelqu'un, est-ce qu'à mon tour, il est capable de me rendre service? Effectivement, on se rend compte que l'ingratitude prospère en même temps que la méchanceté. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'à l'époque, l'éducation était solidaire. On ne mangeait jamais seul, on mangeait en groupe. Déjà, tout petit, on apprenait la générosité à tout le monde. Si j'ai du pain, on partage. Même s'il y a 50, la seule baguette sera partagée en 50. Aujourd'hui, vous allez dans une famille, s'il y a une baguette, on la donne à ses enfants biologiques et les autres, on leur donne du riz couché ou on leur donne rien. C'est dans l'éducation même de base aujourd'hui qu'on n'est plus du tout solidaire.
Pour que mon parent vienne chez moi à Abidjan, il faut qu'il m'appelle, il faut qu'il me dise combien de jours il va arriver et on essaie de voir. Et la solidarité aussi dans les deux sens. Avant, quand quelqu'un quitte le village, il m'amène au moins une igname, un poulet et ceci. De telle sorte que la solidarité est dans tous les sens. Comme elle l'a dit, ça perd du temps, ça perd du réconfort. Aujourd'hui, quelqu'un à l'hôpital, il n'a pas de visite. Il est en prison, il n'a pas de visite. C'est qu'elle dit, Coluche, nous tous, on était en France, on a vu cela. Quand il a lancé son fameux concept de Resto du Cœur, les Français étaient tellement choqués. En même temps, tout le monde s'est identifié à la difficulté. Même si je suis PDG, demain, je peux perdre mon emploi et me retrouver en situation de précarité. Personne ne naît pour être pauvre, quelqu'un l'a dit. Mais tout le monde peut devenir pauvre à l'issue d'un divorce, à l'issue d'une situation de perte d'emploi. De telle sorte qu'effectivement, toute l'Afrique était solidaire depuis l'éducation. C'est-à-dire, nous-mêmes, les Sénoufos, c'était encore plus grave. Parce que quand on faisait à manger, on mettait tout dans la cour commune, ce qu'on appelle le dala, où il y a l'ancêtre commun. Et chacun s'asseyait loin de la cuvette de sa maman pour créer la solidarité. On mangeait les repas d'une autre femme, autre que notre mère. De telle sorte que toutes les mamans étaient obligées de bien préparer, sachant très bien que son enfant ne mangera pas sa nourriture. Et si je fais une mauvaise nourriture, automatiquement l'autre fait une mauvaise nourriture, je nourris mal l'enfant de l'autre, elle nourrit mal mon enfant. Ça, c'était avant. Mais les réalités ont changé. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu certains faits. Je ne vais pas justifier le comportement de certaines personnes. Je ne vais pas justifier ce comportement-là, mais avant, c'était la période de la vache grasse. Et puis, il y a eu dans certaines familles où le père de famille s'est occupé de pratiquement toute la famille. Mais dès qu'il est décédé, ses enfants étaient laissés seuls. Oui, et puis en plus de ça... Donc, quand tu regardes de tels comportements, c'est sûr que quand demain tu as les moyens, tu te dis, bon, je m'occupe que de ma famille, même si ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Parce que quand il y a des difficultés financières aussi. Un demi-pain ne suffit même pas à la famille. Donc, on ne pense pas à en donner ailleurs. Non, vous voyez ici le paradoxe. C'est qu'avant, les Ivoiriens, moins ils en avaient, plus ils partageaient. Aujourd'hui, plus on en a, moins on partage. C'est pour ça que je prends carrément le cas des gens immensément riches. Mais avoir peur de quoi? De ne pas être dans le... Non, moi je connais des personnes ici qui ont de l'argent. Et puis, quand vous allez les voir, ils ne veulent même pas vous recevoir. Vous savez, moi, j'ai écrit des courriers ici. Il y a quelqu'un qui m'a reçu chez lui. Je lui ai expliqué. Il me faisait faire de l'allée. Il avait 50 kilos de viande pour donner à son chien. Et moi, je suis venue lui dire que je veux nourrir les enfants. Il m'a dit, ah oui. Il dit, Adotik, ton histoire, là, c'est quoi? Je dis, non, mais je voulais... Il dit, ah bon, il y a des gens qui ont faim ici? Ah bon? Et puis, il prend la viande là, et puis il jette ça à son Doberman, ici à Abidjan. Bien. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est pas parce que... Moi, j'ai des anecdotes. Mais je ne suis pas là pour critiquer. J'ai seulement dit que les Ivoiriens, ils ne sont pas solidaires. Quel que soit le message qu'on leur lance. Ils ne sont plus. Je vais même vous donner un autre cas précis sur le manque de solidarité des Ivoiriens. Nous sortons de cette émission, tout de suite, nous nous rendons compte que le carburant a augmenté de 10 ou 25 francs. Pendant que vous vous plaignez à la pompe, il y a des gens qui disent, mon monsieur, mettez-moi aucune solidarité. Le pain augmente, aucune solidarité. Alors qu'on peut penser dans les pays du Maghreb que le pain augmente simplement de 5 francs, on casse tout. Pensez aussi quand les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a aucune solidarité. Soit on dirait que les enseignants sont fainéants, ils n'ont rien à faire, on ne cherche pas à comprendre le problème. C'est-à-dire que pratiquement toutes les situations de difficulté, de détresse n'interpellent pas. Même dans les transports en commun, si on a un chauffeur de Baka qui roule mal qu'une personne se plaint, on dit, monsieur, descendez, non. Voilà, voyez-vous. Et tout à l'heure, ce qu'elle disait, c'est exact. La plupart, j'ai suivi beaucoup d'ONG ici en Côte d'Ivoire. Vous allez voir un responsable, il a près de 10 voitures dans son parc automobile et il n'est même pas capable simplement de vous encourager avec un 5 000 francs pour que vous puissiez continuer de passer des appels. Il ne se sent même pas concerné. Et moi, je peux mieux parler du manque de solidarité des Ivoiriens parce que j'étais dans la sortie de crise. Nous étions en guerre. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens faisaient de manière solidaire pour que nous sortions de la situation? Quand Bouaké était attaqué, les gens en ont fait une ville rebelle. C'est comme si Bouaké avait un défaut. Voilà pourquoi ça s'est passé à Bouaké. Quand c'était le cas de Korogo, c'était la même chose. Quand c'était le cas de Giglo, etc., c'était la même. Oui, c'est eux, c'est pratiquement les Libériens. Quand c'était le cas d'Abidjan, oui, vous aussi, on vous comprend, toute la CDA. Vous voyez, à aucun moment, personne n'a senti que c'était vraiment tout le pays qui était attaqué et que chaque Ivoirien avait un devoir de solidarité avec son pays. Non, mais comment expliquer cela? Mais on explique ça par... Moi, je pense que ça vient de l'être humain personnel.
Voilà, c'est pas... Ça vient de l'être humain. Oui, c'est-à-dire... Oui, moi je dis que c'est l'homme même qui est comme ça. Non, mais en France, où ils sont considérés comme étant des solitaires, ils sont beaucoup plus solidaires que les Africains, la campagne de la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez me dire encore, quand je vais vous répondre, vous allez me dire, mais oui, la France, ils ont l'argent, ils sont ceci, ben, tout ça, c'est des histoires. Moi, je dis... On veut comprendre leur motivation, ça pourrait peut-être réveiller quelque chose en ceux qui nous regardent. La motivation des personnes là, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai des amis de 50 ans, j'ai 59 ans là, j'ai des amis depuis 50 ans. Et puis ces amis-là, ils sont devenus des grands types. Et puis moi, on est toujours en relation. Et ces amis-là savent que Doti Z, elle nourrit, ma copine là, elle nourrit les enfants. Tu as de l'argent. Tu sais que je nourris les enfants. Doti, fais-moi un projet, envoie ton projet là, je vais t'aider. Il ne va même pas me recevoir d'abord, elle ne va même pas me recevoir. Pourtant, elle a un bon poste, elle me connaît. Et puis quand elle me voit, Doti, mais vraiment ce que tu fais, si c'est les encouragements, quand je vais sortir d'ici, j'ai des encouragements. Et comme par hasard, on dit nul n'est prophète ce soir, moi je suis invitée dans des pays à aller faire un resto du cœur là-bas. Une Ivoirienne, je vais donner à manger dans des pays. Là, on m'attend au dîner, par exemple. Parce que les gens regardent. Mais non, ce n'est pas question de soutenance. C'est-à-dire qu'eux, ils voient une dame qui nourrit les enfants chez elle. Donc, il s'est dit, mais ce qu'elle fait là, c'est bien. Donc, on m'appelle pour voir comment je peux apprendre. C'est-à-dire que je deviens, comment on appelle, une formatrice. Oui. Voilà, voilà, un coach. Tout ce que vous voyez, c'est que c'est bien d'aller à l'école. Tout ce que vous voyez, je prépare tout avec mon esprit. Et puis, j'appelle des gens. Le problème que j'ai encore, où il n'y a pas de solidarité, vous savez que ce truc-là, c'est des bénévoles qu'il faut. Je lance des messages. Mais les gens viennent parce qu'ils pensent que d'autres IZ doivent leur donner l'argent. Il y en a qui me demandent même de payer leur transport. Alors, concernant les artistes, je suis désolée, je le dis aujourd'hui. Quand j'appelle une chanteuse, par exemple, pour venir chanter, je vais payer son transport. Je vais lui donner per diem, comme si c'est un concert. Mais je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je suis artiste. Je m'en vais là-bas, je chante. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis encore devenu producteur d'artistes, c'est-à-dire il y a des artistes qui essaient de se faire connaître là. Quand ils me voient à la télé comme ça, Tata, je veux bien participer à ton truc, mais pour se faire voir. Donc je participe à leur promotion. Je n'appelle plus les grands artistes. La seule artiste qui me soutient, c'est Nayan Kabel. Les autres artistes, on les appelle, ils n'ont pas le temps. Il y a un qui m'a demandé un jour de lui donner l'argent. Tu vas me payer combien? Donc vous voyez, alors qu'aujourd'hui, Coluche est mort et enterré, Jean-Jacques Godman, les enfoirés, tout ça, ils font le truc. Mais pour le fait que c'est Doti Z qui fait, mais pourquoi c'est elle qui va faire? Et puis nous, on va partir chanter. Merci à Clan, elle est venue une fois. Donc c'est pour vous dire que j'ai beaucoup de problèmes dans cette histoire. Mais moi, je m'en fous. Parce que moi, je suis dans un pays où je sais que ça marche. Donc, je me dis, pourquoi pas chez moi? Donc, je continue, mais selon mes moyens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je mange avec le... comme vous, oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que je mange avec... Non, non, ils mangent que... Non, non, il y a... On peut espérer quand même. Bien, moi, je pense qu'il faudra reprendre les choses à la base. Parce que quand vous regardez l'Afrique traditionnelle, ce n'était pas du tout une question d'argent et de moyens. Elle l'a bien dit. Aujourd'hui, moi, je suis enseignant à l'université. Mes étudiants préfèrent traîner, flâner, ne rien faire que de donner de leur temps de manière solidaire à encadrer les enfants par-ci, par-là. Vous voyez, ça ne demande pas de l'argent, c'est le cœur. Ou bien vous ressentez l'envie d'aider l'autre qui est en détresse, qui est vulnérable, ou rien du tout. Quand elle parle des bénévoles des Restos du Cœur, ce sont des gens comme vous et moi. Quand quelqu'un est riche en France, il crée une fondation. Parce qu'il n'a pas le temps. Oui, je viens. Parce qu'il n'a pas le temps d'utiliser et de gérer cet argent comme madame, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que quelqu'un qui trouve le concept. Mais il prend une cause. Il y en a qui prennent le cancer, il y en a qui peuvent prendre les Restos du Cœur, il y en a qui peuvent prendre nourrir les enfants, il y en a qui prennent le Sahara, etc. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter l'envie aujourd'hui, si nous voulons, nous aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens, et c'est l'Africain qui l'avait dit, que la vie, la métaphore de la vie, c'est comme les pédales d'un vélo. Quand vous êtes au-dessus, vous ne pensez pas que vous serez un jour en bas. Quand vous êtes en bas aussi, vous ne savez jamais que vous serez un jour au-dessus. Donc, pour avoir la fibre solidaire, quand on est en haut, il faut penser à ceux qui sont en bas, parce que ça pourrait nous arriver. Et quand on est en bas, on est obligé d'espérer que ceux qui sont en haut se disent que ceux qui sont en bas éprouvent des difficultés. Voilà, voilà qui est dit. Sur ces mots,
Non, on va pas vous laisser partir comme ça. Bon, voilà. Moi, je demande aux Ivoiriens d'être un peu plus solidaires Mhm. et puis d'arrêter de croire que moi, on me donne des millions pour nourrir les gens. Non, je me débrouille. Hein? Je me débrouille et je veux que les Ivoiriens soient solidaires. À partir de ce jour, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'appels à partir dès que vous sortirez de ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la N'oubliez pas, Merci ce sont beaucoup. deux mains qui se lavent. Tenez-vous, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.